De retour au professionnel pour bien voir, bien entendre avec le sourire, le fameux appareil auditif. À quel moment devrions-nous commencer à penser à le porter, finalement? Est-ce que c'est à un âge avancé? Est-ce que c'est très tôt dans notre vie? Est-ce qu'on ressent le besoin? Pour en parler, deux audioprothésistes de chez Lob, M. Sébastien Lantier, Mme Squeda Dessureau. Bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce qu'on ressent un besoin, un matin, on se lève, oh, j'ai un problème? En fait, c'est pas une question d'âge. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va se rendre compte qu'on va avoir certaines difficultés. C'est ce qu'on appelle l'handicap auditif. Donc, c'est par rapport à ça qu'on va décider d'aller chercher des appareils auditifs à ce moment-là. Et des ressources. Oui, bien, c'est dans notre vie de tous les jours. Hein? On va s'en rendre compte au travail, à la maison, avec les conjoints. On va ressentir nous-mêmes une perte d'audition, un handicap auditif, en fait. Est-ce que la plupart du temps, c'est l'entourage qui incite la personne à aller voir, à aller rencontrer des spécialistes comme vous? Souvent, l'entourage va vous dire « Coudonc, Roger, la télévision, t'as bien forte. » Ou il fait répéter, au téléphone, c'est bien difficile, que ce soit en groupe ou au restaurant, par exemple. Beaucoup de difficultés à suivre les conversations. L'entourage, c'est un gros plus. C'est eux autres qui vont pousser souvent la personne malentendante à aller faire un test d'audition. Et un exemple concret, je me suis rendu compte l'autre jour, j'étais à un souper avec quelqu'un qui avait justement une difficulté à entendre, puis elle parle beaucoup. Beaucoup. On s'est dit, est-ce que c'est pour combler le silence? Souvent, oui. Souvent, les gens vont prendre la parole pour pas être confrontés à répondre à des questions qu'ils n'auront pas bien entendues. Fait qu'ils vont prendre beaucoup de place lors de réunions, vont parler beaucoup pour masquer le problème, éventuellement ce que ça peut apporter comme gêne de mal répondre à une question ou de pas savoir qu'est-ce qui leur a été dit. Et avant l'émission, on parlait d'un sujet qui m'interpellait parce que j'ai un bébé à la maison de 16 mois, puis je me suis dit, oh, une petite puce à l'oreille, peut-être que je devrais me soucier de quelque chose s'il advenait quoi que ce soit dans ma vie. Vous vous occupez de clients très, très jeunes, là, de bébés. À titre d'exemple, mon plus jeune patient a 2 mois. 2 mois. Donc, c'est très, très jeune. Dépistage fait à la naissance à ce moment-là. Très, très, très important d'avoir les appareils. Aussitôt qu'on sait qu'on a une perte auditive, surtout pour les enfants, le but, c'est de prioriser le développement du langage. Donc, si l'enfant n'a pas d'appareil auditif et qu'il a une perte auditive, ça fait en sorte qu'on va avoir un retard de langage, voire même à la limite qui ne pourra pas bien parler à ce moment-là, tout simplement. Donc, c'est archi important dès le départ. Un enfant qui n'entend pas peut pas développer le langage et ne pourra pas éventuellement toutes ses fonctions cognitives les développer de façon naturelle. Là. Donc, c'est toute son évolution qui va être copée. Tout. On parle d'enfance, ça doit pas être vraiment à la mode, de porter un appareil auditif. Qu'est-ce qui se passe pour les convaincre? Souvent, je vous dirais, c'est plus souvent les parents qu'il faut convaincre. Ah! Donc, c'est les parents qui veulent qui veulent avoir un enfant qu'on dit normal, qui veulent pas avoir d'appareil pour leurs enfants. Mais si les parents finissent par accepter, je vous dirais, l'appareil auditif, ça va faire en sorte que l'enfant va l'accepter lui aussi. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les appareils, pour les rendre attrayants pour les enfants. Plein de couleurs. On peut aller dans le rouge, dans le vert, dans le bleu. Il y a des autocollants aussi qu'on peut mettre sur les appareils auditifs, oui. Est-ce que c'est plutôt petit comme appareil? Ou... Oui. Dans le fond, on va y aller avec la grosseur de l'oreille qu'on a. C'est-à-dire que on parle d'un enfant de 2 mois, il n'y a pas grand jeu, hein? C'est assez restreint. Donc, il y a des appareils qui vont être un peu plus petits, avec le coude un peu plus fermé pour être sûr que ça couvre bien l'oreille. Ça doit être tellement quelque chose de beau que vous devez vivre quand la personne se met à bien entendre ou réentendre. Ça doit être un moment assez magique dans votre bureau. Oui, que ce soit des enfants, voire même les personnes âgées de 90 ans qui se remettent à entendre, qui reviennent à la vie, dans le fond. Donc oui, c'est beaucoup d'émotions. On voit des couples revenir avec des papillons dans les yeux parce que là, ils ont arrêté de plus se comprendre. Là, ils se comprennent puis ils savent que c'est pas de la mauvaise volonté. C'est une question de pas entendre. Ça me donne de la chair de poule. C'est beau. C'est vraiment des beaux témoignages. Vraiment, là, vous devez être témoin de choses assez exceptionnelles, des belles histoires. Pourquoi on dit que des fois, l'audition est divisée en deux? L'oreille, le cerveau. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a une différence. Il faut faire la différence entre entendre et comprendre. Déjà, avec l'oreille est là pour capter les sons. Mais elle ne fait rien d'autre que de les capter et les acheminer au cerveau. C'est le cerveau qui a tout le travail de décodage. C'est lui qui va comprendre les mots. Fait que c'est lui qui est important de faire travailler. Parce que si notre cerveau ne travaille pas, il ne réussira plus à un moment donné à décoder les mots. Si la capacité à décoder des mots ne fonctionne plus bien,
C'est un peu comme si on nous parlait dans une langue qui n'était plus la nôtre. Fait que nos oreilles vont entendre, vont capter le message, ça va être envoyé au cerveau, mais le cerveau sera plus capable de comprendre ce que les gens nous disent. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'appareils qui peuvent faire le travail. Fait qu'il faut vraiment faire travailler le cerveau tout le temps, le stimuler le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut appareiller le plus tôt possible. Comme on dit souvent, c'est que le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Plus on le fait travailler, plus on le garde en forme, mieux que c'est. Si on le laisse aller, on le laisse manger des chips sur le sofa, ben ça va se détériorer, on va perdre cette capacité-là. J'ai une petite question, par exemple. Étant opticien, on joue souvent pour faire la branche à l'arrière et on voyait des gros appareils. On pensait que c'était la batterie et ici, il y avait un petit câble qui allait à l'oreille. Maintenant, il y a des gens qui ont quelque chose de très, très petit avec juste un petit bout pour l'enlever. Est-ce que les batteries sont aussi bonnes? Est-ce qu'ils font une journée? Bon, je me demande où ils mettent les batteries. Plus l'appareil est petit, plus la pile est petite. Donc, plus la pile est petite, moins elle dure longtemps. C'est vraiment, on va jouer sur la durée à ce moment-là. Okay. Donc, les très, très gros appareils, on peut avoir des piles qui durent 2 semaines. Les petites piles, les petits appareils qui vont dans le fond de l'oreille, calculés 3 jours. Maximum. Donc, c'est très bon. Ils font la journée. Ça a changé plus souvent à ce moment-là. À ce moment-là, est-ce que la personne peut le changer elle-même? Oui, ça, à ce moment-là, dans nos cliniques, ce qu'on fait, on prend le temps au patient de montrer comment changer les piles, comment nettoyer ses appareils en même temps. Donc, le patient peut faire ça à la maison sans problème. Ah, ça, c'est bon. Et là, le mot à 100 $ aujourd'hui, privation sensorielle. Qu'est-ce que c'est? Ça revient un peu à dire de ce qu'on parlait plus tôt. Donc, la privation, c'est si le cerveau ne reçoit pas assez de stimulation. Donc, s'il est privé de stimulation, bien, il ne travaillera pas suffisamment pour réussir à bien décoder les mots. Donc, la privation sensorielle peut s'éviter en faisant travailler, en portant les appareils, en amenant le plus de son aux oreilles possible pour qu'il y en ait le plus possible au cerveau, tout simplement. Toujours important de dire que vaut mieux prévenir que guérir. Encore une fois, dans le cas de la santé auditive, c'est très important. Plus on commence tôt, mieux c'est, meilleurs sont les résultats. Parce que plus on prend le cerveau en forme, mieux il va nous donner des résultats. Plus on attend, plus il y a des parties qui ne fonctionnent pas, plus il y a des risques de les perdre et de les perdre pour toujours. Puis là, pour les gens qui viendraient vous voir et qui diraient, moi, j'ai l'impression de mal entendre seulement du côté gauche, est-ce qu'on peut mettre un appareil seulement d'un côté pour une oreille? En général, la perte auditive, c'est dans les 2 oreilles. Ce qu'on conseille, c'est toujours d'y aller avec les 2 appareils. Le but, c'est d'avoir une égalisation entre les 2 oreilles. C'est un petit peu comme dans le domaine de l'optique. C'est comme si on allait vous voir dire, j'aimerais ça avoir un monocle. Ben, ça se fait plus, c'est pas possible. T'sais, les yeux, on va avoir l'effet 3D. Les oreilles, c'est un peu le même principe. On est capable d'être localisé d'où proviennent les sons. Si on a seulement qu'une oreille qui fonctionne sur les 2, on perd cet effet-là. Très intéressant. Donc, pour les gens à la maison, là, soyez à l'écoute de votre corps, de vos oreilles, justement, c'est le cas de le dire. Puis allez à la rencontre des gens de chez Lob. On peut vous trouver partout au Québec. Votre site Internet aussi, oui, tout à fait. votre magazine très complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Bienvenue.